Bonsoir. Et coucou, Alors, tu m'entends bien? je t'entends bien. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que ça passe bien dans mon cabinet, dans mes montagnes surtout? Parfait, parfait, parfait. On va laisser un peu les gens arriver. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On vous laisse un petit peu arriver pour ce 10e rendez-vous de Parlons peu, parlons bébé. Je suis très contente de t'accueillir, Caroline. Je suis très contente aussi que tu m'invites. Alors, on attend un petit peu les personnes qui sont là, si vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, toutes les deux, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut nous mettre un petit mot? Parfait, on nous a dit. Bon. Nickel. On commence si ça te va pour pas Aucun commencer trop en problème. retard. Super, Laura nous dit c'est OK pour vous deux. Merci beaucoup. Bon, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Donc dans ce 10e rendez-vous de Parlons peu, parlons bébé. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Caroline de Rimini qui va nous parler autour des prénoms. Caroline, je vais te laisser te présenter à nous. Il y a un petit rituel d'entrée, un petit rituel de sortie dans Parlons peu, parlons bébé. Donc, je te laisse te présenter à nous. Alors, eh bien, bonjour à tous. Je suis Caroline de Rimini, je suis psychoanalyste clinicienne avec 3 spécialisations, hypnose ericksonienne, PNL, programmation neurolinguistique et psychogénéalogie. Voilà, j'exerce en cabinet dans une maison de santé dans les montagnes, dans les Hautes-Alpes. Que dire d'autre? Que j'ai un cabinet depuis, on est en 2023 bientôt, allé à la louche depuis 7-8 ans. Et avant, en fait, j'étais travailleur social. Je travaille dans le social et dans l'humain, dans l'accompagnement de l'humain depuis plus de 23 ans maintenant. J'ai commencé à 17 ans. Et comme j'ai 41 ans, ça fait un peu plus de 23 ans que je travaille auprès des personnes dans un public large et différent. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te plaît là-dedans? On sent que tu es passionnée déjà quand tu nous en parles. Qu'est-ce qui me plaît? La rencontre avec l'autre, avec un grand A. La rencontre avec l'humain, les différences, la singularité, les personnalités différentes, les histoires de vie. Euh, voilà, tout ce qui va être de l'ordre aussi d'accompagner, de faire partie un petit moment, d'accompagner une personne dans un petit moment de sa vie pour leur redonner en fait une espèce de clé, de quelque chose qui vont tourner, un coup de tremplin, un peps en fait. C'est ce que j'aime, c'est de me dire, tiens, je mets une petite paillette à un endroit et c'est cool, ça leur donne des billes en plus sans forcément être dans la dépendance. Hein. On connaît dans notre métier les patients qui vont être en statut de patient et bien. Non, l'idée, c'est vraiment de leur donner voilà, un petit outil supplémentaire pour qu'ils puissent après vaquer de manière autonome et émancipée dans leur vie. C'est superbe ce que tu dis. Qu'est-ce qu'à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait te mettre en difficulté et que tu aimerais pouvoir changer? Alors, j'avais réfléchi à cette question. Et ma vie de maman. Pourquoi? Parce que, et là, c'est en plus en parlant peu, parlons bébé, c'est intéressant, c'est que je suis quelqu'un d'assez entière et que, en fait, pour que ça va être rigolo, que je me sente parfaite, ce qui n'est pas possible, j'aimerais avoir 2 journées. J'aimerais avoir ma journée de maman et j'aimerais avoir ma journée de pro. Je suis passionnée en tant que pro et quand je suis pro, je suis super bien et j'en, je ne ferai que ça. Et quand je suis maman, j'adore ça et je n'en ferai que ça. Et c'est pas évident en fait de jongler avec les deux, sachant qu'on ne doit pas être parfaite et que c'est bien de ne pas être parfaite puisque ça permet d'être suffisamment bonne pour que l'enfant puisse se retrouver aussi dans cette imperfection. Mais mais voilà, c'est des fois je me dis oh là là, j'aimerais bien ne pas travailler et faire que maman. Et des fois, je me dis, oh, je veux vite partir de chez moi et faire que mon boulot tellement que je suis passionnée. Donc, c'est impossible, ce que j'aimerais bien en fait avoir,
Mais ça serait ça. Ce qui me met en difficulté, c'est mes deux cerveaux, maman et pro. C'est hyper pertinent ce que tu dis. Ça rejoint aussi d'autres lives. Il y a eu un live autour de la charge mentale chez la femme, par exemple. Et c'est vrai que c'est pas toujours si facile que ça de jongler entre nos différentes casquettes finalement. Non, Euh, c'est vraiment pas évident. Après, moi, j'ai un mari qui a la même charge mentale que moi, je pense, dans l'implication. Donc, on est une équipe et ça, pour le coup, c'est un vrai c'est évident. plus quand je vois autour. Oui, Bien sûr, c'est énorme. bien sûr. Est-ce que tu aurais une référence à nous communiquer pour les professionnels qui nous écoutent et ou pour les parents? En quoi? Une référence de quoi? Par rapport à notre thème d'aujourd'hui ou par rapport à toi, ta Ah, pratique, une oui, bien référence sûr. que tu aimerais partager? Une référence, alors en toute humilité, mon livre, pourquoi pas, hein, Bien si sûr, je peux le regarde là. citer. Voilà, Voilà. déracinez-vous, parce que là, on parle de psychogénéalogie et que je trouve que j'ai essayé, en fait, dans mon bouquin, de mettre aussi bien de la théorie, mais qu'elle soit buvable et digérable, digeste, ça va suffire pour les personnes et faire en fait un livre, on va dire, pratico-pratique avec voilà, cette théorie que j'ai en cabinet et de manière régulière et amener la personne à cheminer de manière ludique et constructive pour se reconnecter à soi, pour comprendre ses fonctionnements, pour découvrir son qui suis-je. Donc voilà, en toute humilité, ça serait mon bouquin. Et après, oui, je t'en parlerai en fonction du live et des questions que tu vas me poser. J'ai préparé des livres de plusieurs auteurs qui vont être pertinents à, à avoir en mode petite Bible chez soi. Super, Et super, toujours super. accessible, parce que l'idée, c'est pas de faire un gros jargon psycho et que voilà, pour que ça soit accessible à tout le monde et que ça soit des premiers pas. Bien sûr, c'est de toute façon le but de Parlons peu, parlons bébé. C'est pour ça que j'ai créé ce live. L'idée, c'était de pouvoir vulgariser un petit peu. Je vois qu'on nous dit, n'oubliez pas d'enregistrer. Je suis dans le train. Promis, ce soir, le live est enregistré. Je le mettrai en replay parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages. Les gens étaient hyper enthousiastes à l'idée de ce live. Et il y a plein de gens qui ont dit, oh, on peut pas écouter. Surtout, mettez-le en replay, qu'on puisse vous suivre. Donc voilà, c'est un thème. Qui était attendu. Et juste pour rebondir sur ton livre, donc merci encore de me l'avoir offert. Ce que je disais, ça va être ma lecture de l'été. Moi, je suis pas encore en vacances. Et ce que j'adore, c'est, je trouve, il y a un côté un petit peu cahier de vacances, en fait. Le C'était fait le but. qu'on doit faire un peu les petits exercices, etc. Puis alors, les couleurs, moi, je suis très sensible à toutes ces choses-là. Voilà, je trouve que rien qu'à le voir, déjà, ça nous met de bonne humeur. Ça donne envie de l'ouvrir, d'aller se plonger dedans. Il y a plein de citations au milieu. Enfin, voilà, je t'en reparlerai avec grand plaisir, mais déjà, rien que visuellement, c'est un très beau bébé, on pourrait dire, comme en plus on est Bah, dans un merci live de beaucoup. En tout cas, quasi-bataille. tout a été réfléchi pour que ça soit accessible et que la personne puisse l'apprivoiser Hmm. et s'en faire le sien, en fait, un peu comme un journal intime, mais thérapeutique, un cheminement thérapeutique intime. C'était mon C'est idée, donc c'est parfait. bon. Alors, donc du coup, on plonge dans notre thématique de ce soir. Donc, on s'est posé la question de savoir si on choisissait vraiment le prénom de nos enfants finalement. Alors, par rapport au choix du prénom, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi le choix d'un prénom est important finalement? Alors, il est important le choix d'un prénom parce que ben, c'est de cette manière-là que on va être appelé. C'est la fameuse citation d'Anne Ancelin. Donc, en psychogénéalogie, Anne Ancelin, c'est vraiment la pionnière de cette discipline, hein, elle a en fait enchevêtré les savoirs psychologiques et transgénérationnels d'analyse systémique à la généalogie et elle a proposé une discipline, une théorie, une manière de penser, hein, un courant de pensée autour d'un arbre généalogique. Et Anne Ancelin disait je ne m'appelle pas, on m'appelle. Quand on dit Hmm. comment tu t'appelles, je ne m'appelle pas, on m'appelle. C'est vraiment ça. C'est en fait derrière un prénom va se cacher toute une symbolique que les parents ont souhaité consciemment ou inconsciemment transmettre en fait. Mhm. Et c'est ce qui va, alors au niveau de la sonorité, c'est ce qui va faire aussi sonner sur soi. Par exemple, Gertrude, c'est beaucoup plus dur que Pauline.
dans l'idée. Voilà, c'est pour donner une grosse contradiction dans deux phonétiques. Donc, il y a aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses cachées. Il y a le sens du mot, du nom, il y a ce qu'on entend, il y a la consonance. Et puis il y a, est-ce qu'on a voulu porter, mais ça on en parlera après, mais le prénom d'un ancêtre, est-ce que c'était un souvenir de vacances, est-ce que c'était lors d'un voyage, voilà, il y a tellement en fait de petites ficelles à tirer pour avoir en fait cette lecture, cette traduction d'un prénom. C'est souvent quand je donne des laboratoires que j'exprime en fait, je donne l'image que on ne peut pas singulièrement venir tirer quelque chose en disant oui c'est ça. Par exemple, Caroline signifie le char, la voiture. Oui c'est ça. Non, on ne s'arrête pas là en fait. On va pas prendre une lanterne et tu vois ça va être comme un circuit fermé au niveau de l'électricité. Si tu tires quelque chose, les autres s'éteignent. C'est à peu près pareil. C'est que en fait tu ne vas pas tirer quelque chose pour ça y est j'ai le savoir. Non, ça va être vraiment un panel à venir regarder toute la checklist qu'il va falloir enchevêtrer pour comprendre ton prénom. C'est clair? Moi, je trouve ça très, très clair. C'est exactement une des questions juste après où on se demande, enfin, je me demandais, les personnes voilà, qui ont posé un peu des questions, etc., on se demandait, est-ce que la symbolique des prénoms est fiable finalement? Parce qu'on voit beaucoup, par exemple, sur Internet, avec origine du prénom, ça vient de tel endroit, la personne serait censée avoir tel trait de caractère, tel trait de personnalité. Voilà. Et donc là, dans ce que tu nous dis, finalement, c'est que il y a peut-être un peu dû apprendre, mais aussi dû à laisser, parce que ça va aussi dépendre de la personne elle-même. Quand même. En fait, c'est comme dans tout. Même en thérapie, même en psychologie pure ou en psychanalyse, on prend ce qui nous fait sens. Pourquoi? Parce que ça va nous servir de support à la discussion, à la consultation, à l'échange avec le thérapeute qui va être devant nous. Qu'est-ce qui nous fait sens? Qu'est-ce qui nous fait non-sens? C'est un peu comme je dis, on joue à qui est-ce, tu sais? Est-ce qu'il a des moustaches? Non, tac, 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 t'enlèves les moustaches. Quand on tape sur Google le prénom, la symbolique des prénoms, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'étymologie, parce que du coup, dans le prénom va être une addition de lettres. Et ça, c'est intéressant de voir quelle lettre a été choisie pour porter le prénom. On va avoir tout ce qui va être de l'ordre de l'historique, quelle grande personne, de manière inconsciente, collective, du coup, a porté ce prénom. Par exemple, Caroline, c'est souvent de manière assez noble au niveau des princesses. Donc ça, c'est ce que ça fait faire référence. Et c'est un peu comme quand on ouvre le dictionnaire de Freud, quand on rêve, par exemple, de quelque chose, on va venir regarder une généralité. Et après, donc, dans cet inconscient collectif, dans ces symboles, par exemple, ce que j'explique souvent, c'est par exemple la colombe, c'est la paix, le chien, c'est la fidélité. Si demain, tu t'es fait agresser par un chien, rêver d'un chien va être pour toi agressivité et non pas fidélité. Absolument. Donc, quand on regarde et quand on ouvre un bouquin, on se dit, OK, il y a un inconscient collectif qui va donner un inconscient familial, donc de l'ordre de ta famille, mais du coup, il va falloir avoir un inconscient individuel et faire comme un entonnoir. Et en fait, venir à prendre la parole de la personne pour que, dans ton jeu du qui est-ce, tu vas venir en fait mettre dans ta propre checklist de ton inconscient collectif que tu connais, ton savoir que toi tu connais, venir à la rencontre de l'autre pour affiner le décryptage du prénom de la personne. Parce que oui, c'est une généralité, l'étymologie, l'historique, la mémoire, tout ce qui va être aussi de l'ordre de la phonétique. Tu vois, par exemple, Pauline, c'est le lien de la peau. Voilà, parce que Pauline, c'est quelque chose qui va sonner de cette manière-là. J'ai eu là sur le groupe qu'on a en psychogénéalogie qui disait est-ce que tu as la définition de Thierry? Alors, je dis OK, moi je t'envoie, donc c'est ce que je vais te montrer aussi. Annie Tramvoise, c'est celle qui va être la plus générale et voilà, la symbolique des prénoms transgénérationnels, donc côté femme, côté homme. D'accord. C'est celle qui va être le plus neutre parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir une généralité
et pas forcément, elle n'est pas connotée quelque chose. Elle va vraiment ouvrir le champ des possibles sur tout ce qui est historique, étymologique, mémoire et aussi phonétique, où elle donne plusieurs choses. Donc par exemple Thierry, moi j'entends la tierce personne, quelque chose de tiers. Et là du coup tu vas ouvrir l'idée à la personne de est-ce que ça te parle quand on dit est-ce que cette personne porte par exemple la place numéro 3 dans la fratrie? Est-ce que il se met souvent en tant que médiateur dans un conflit ou dans une famille? Quel rôle il va avoir? Est-ce qu'il va jouer ce rôle de tierce? Voilà. Euh, Ça donne une piste. Est-ce qu'elle est à prendre ou pas? Ça fait sens ou pas? Et ça, c'est à regarder. Donc oui, c'est intéressant d'aller regarder la signification, mais c'est comme quand on vient en thérapie. Il y a des fois, il y a des gens qui me disent « Oh, et puis en plus, je suis poisson. » Ok, ben, poisson, capricorne, en fait, moi, j'en connais rien à l'astrologie. La psychologie ou la généalogie, il n'y a rien à voir. Et c'est rigolo, en fait, comment les gens, ils vont penser que c'est un trait de personnalité. C'est pour ça que je rebondis sur l'astrologie. C'est un trait de personnalité, certainement, en plus. Sauf que moi, j'y connais absolument rien. Et tant mieux s'ils y connaissent. Mais si, en plus, ils me disent, je suis poisson ascendant capricorne, en fait, moi, ça me dit rien du tout. J'en sais fichtrement rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout est à regarder. C'est un panel intéressant de sens. Hmm. Euh, est-ce que tu voulais nous dire un petit mot de Bernard Gold? Je sais que c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Tu en parles dans ton livre par rapport aux quatre aspects de l'enfant qui décrit. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot? Oui, parce que pourquoi je l'ai cité dans mon bouquin? Parce que, comme je disais dans mon bouquin, en fait, j'aime bien allier la théorie et la pratique. Donner la possibilité à la personne du savoir que je peux avoir, je lui offre, et voir ce que la personne va faire sens avec les petites questions et ce cahier de vacances, comme tu dis. Parce que le fait d'avoir une assise théorique et psychologique ou psychanalytique, je trouve ça, on va dire, c'est pas sorti de nulle part. Ça donne une assise, ça donne quelque chose de fondé, et c'est ce que Mhm, j'apprécie dans des disciplines qui vont être un peu parallèles. mhm, Et du coup, ce Bernard Gols, il décrit en fait l'aspect du prénom et de l'enfant sous quatre formes, où on va avoir l'enfant fantasmatique. Donc tout ce qui va être au niveau fantasmatique, c'est quand tu n'es pas encore avec ton conjoint et que à 15 ans, tu t'imagines avoir des enfants et en le disant, tiens, fantasme. j'ai envie que si c'est un garçon, il s'appellera Léo et si c'est une fille, ça sera Emma. Et Mhm, là, du coup, on se projette avec quelque chose que l'on va avoir envie de transmettre de son jeune âge sans être en mhm, couple. Même plus tard, pas forcément un jeune âge, mais sans avoir le couple. Après, tu vas vraiment avoir l'enfant imaginé. L'enfant imaginé, c'est quand tu rencontres l'autre et tu te projettes avec lui en disant, bah moi, qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais bien, donc qui s'appelle Léo et Emma. Et l'autre, il dit, ah non, moi, j'aime pas du tout. Et chacun défend son bout de gras comme ça. Et pourquoi? Parce que chacun a sa mémoire, en fait. En psychogénéalogie, on a, euh, on va dire que le nom de famille transporte une mémoire, un héritage, et le prénom transporte un programme, une mission. Et généralement, c'est ce qu'on n'a pas fini, ou ce qu'on n'a pas réussi, ou ce qu'on n'a pas complété, ou ce qu'on n'a pas accompli. Et là, on va tomber sur le troisième enfant, qui va être l'enfant narcissique. C'est par exemple, moi, j'ai jamais fait de patinage artistique, j'aurais adoré. Et ben ma fille, dès qu'elle a su marcher, ah ben tiens, ça peut être sympa que je t'emmène faire du patinage artistique. mhm, Et je te mets ce que moi, je n'ai pas encore accompli. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté un peu comme les courses de relais où on va donner le flambeau à l'autre, de continuer pour qu'il y ait cette continuité en fait, hein, comme quand on met un enfant au monde, quand on décide de faire un enfant avec une autre personne, il y a cette idée de poursuivre quelque chose. mhm. L'intérêt en psychogénéalogie, dans cette discipline, c'est de savoir de ce qu'on poursuit. Parce que, regarde un peu dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on peut se poser la question d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on fait encore des enfants avec tout ce qui sans faire de politique, hein, ou d'écologie, ou d'économie, mais avec tout ce qui se trame, on se dit, quelle est encore l'envie, mis à Mhm. part
de manière très animale, hein, cette envie aussi de se reproduire, mais qu'est-ce qu'on veut laisser et qu'est-ce qu'on veut continuer et quel désir on a. Et on a le quatrième où ça va être l'enfant culturel, où là, on va avoir cette projection de qu'est-ce qu'on va lui transmettre dans la culture, dans la tradition que l'on transporte. Donc, je trouve que Bernard Gols, si je ne l'ai pas trop vulgarisé de manière restreinte, il est très juste dans les quatre définitions parce que c'est un peu l'enfant, l'adulte, le sage et le vieillard, tu sais. Ce côté où tu vas voir en fait l'homme avec un grand H, hein, l'homme ou la femme, l'homme euh, se développer de manière intellectuelle et psychique et je trouve ça fort intéressant. Et ça fait penser, il y a les travaux de Serge Lebovici aussi. Je ne sais pas si tu connais Serge Lebovici, Oui. voilà, qui sont très en lien avec tout ça. Et ça Oui. fait penser aussi à ce que Freud appelle His Majesty the Baby. C'est-à-dire, il y a quelque chose comme ça du côté de la majesté. Enfin, c'est une appellation qui permet aussi de montrer à quel point on pourrait dire un peu finalement que le bébé, c'est un peu le pseudopode, le prolongement du parent, et que finalement, le parent va avoir envie un peu de briller à travers son enfant. Voilà, bon, ça je crois que les parents le font tous un peu. Après, effectivement, dans quelle mesure ça va pouvoir être, comment dire, mesuré, dans quelle mesure ça va être étouffant ou à l'inverse, est-ce qu'on va suggérer à l'enfant puis on va quand même lui laisser le choix. Et je crois que c'est important aussi de dire que du côté de l'enfant, il y a aussi quelque chose qui se joue, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont aller s'imprégner de ça, aller exactement là où les parents attendent qu'il aille. Et il y a aussi des fois des enfants qui vont dire non mais ça c'était truc à toi, moi j'en ai rien à faire du tout, j'en veux pas, voilà. Mais je trouve que c'est important aussi de rappeler quand même qu'après l'individu a aussi une place à occuper là-dedans et bon en fonction de plein d'éléments, il va y aller ou il va pas y aller, voilà. Je pense que c'est intéressant et important de mettre la parole et les mots même en expliquant à l'enfant. Tu vois, ça me fait penser à ma fille Toscane, qui signifie, donc Toscane signifie bataille. Donc ça, je lui ai déjà dit. Et elle n'est pas d'accord, elle aime pas du tout. Elle me dit, moi, j'aime pas du tout que ça signifie bataille parce que les batailles, c'est pas beau de se battre. Ah, Et du coup, tu vois, je lui dis, mais ça veut aussi dire puissance, dans le sens où bataille, c'est que tu combats quelque chose de positif. Tu as la rage pour arriver à. Et ça ne peut pas que être négatif, une bataille. Et du coup, du haut de ces 5 ans et demi, c'est rigolo qu'on ait cette discussion, tu vois, je trouve ça plutôt beau aussi, bien sûr. qu'on peut avoir ce genre de discussion avec son propre enfant. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a eu c'est une question qui est revenue plusieurs fois. L'importance des deuxième et troisième prénoms quand on a plusieurs prénoms qu'on porte. Est-ce que effectivement ça a une importance ces prénoms-là? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ça a une importance. Pourquoi? Parce qu'en psychogénéalogie, l'idée, en fait, je ne l'ai pas expliqué sur la discipline, mais l'idée, ça va être de tricoter pour savoir de quoi on est imprégné. Dans l'idée, quand on est, on a un père et une mère qui ont un père et une mère, qui ont, eux, une père et une mère. Et en fait, de manière cellulaire, génétique, au niveau de tout ce qui va être au niveau des fascias aussi, au niveau de l'eau, de tout ce que l'on transporte dans notre ADN et notre ARN, on va être marqué de plusieurs indicateurs. Ce qui est intéressant, c'est que comment est-ce que on peut venir confirmer ou infirmer ça? C'est en venant en fait directement en soi, de manière holistique, se reconnecter et se dire ok, ça me fait sens, ce que je disais tout à l'heure, ça me fait sens ou alors ça me parle pas du tout. Moi, il y a certaines choses où je vais réagir et toi non. Eh bien, c'est ce qui va faire en fait la confirmation, parce que la psychogénéalogie ne fait pas déterrer les morts. On n'est pas du tout dans le spiritisme ni l'ésotérisme, absolument pas. On va être sur des concepts de transgénérationnel, d'analyse systémique, et on va être aussi sur cette holistique-là, où ça va pousser un petit peu plus de la cellule nucléaire. La cellule nucléaire, les parents, les grands-parents et tout ce qu'on va connaître. On va aller chercher un petit peu ce qui se trame. Et quand on va regarder le deuxième ou le troisième prénom, s'il correspond à des prénoms anciens que l'on n'avait pas conscience, mais qu'on se rend compte qu'en fait c'était l'arrière-arrière-grand-mère qu'on ne connaissait pas, ça va être intéressant d'aller regarder pourquoi on est relié et de quelle manière. Quelle est la vie de la personne, en quoi elle nous fait sens
Et encore une fois, ça donne un support en fait au regard introspectif dans ce cheminement thérapeutique que l'on peut se faire pour évoluer et pour trouver son qui suis-je. Si on arrive à avoir des ressemblances, eh bien, on va pouvoir peut-être comprendre certains de nos comportements ou de certains de nos agissements, pardon, parce que justement, on aura porté ce prénom-là de manière inconsciente. Si par exemple, on donne le deuxième et le troisième prénom, souvent c'est de la grand-mère et de la grand-mère paternelle, la grand-mère maternelle, par tradition. Ça marque en fait que la tradition est importante dans une famille. Pourquoi la tradition est importante? Pour créer un peu un moulon, tu sais, un peu comme un rugby. Hop, on est ensemble, c'est clanique, c'est représenter le clan. C'est parce que les grands-parents l'ont fait, je me dois de le faire. Loyauté familiale. Et pourquoi est-ce qu'on continue et qu'on perdure? Quel intérêt ça a? En fait, c'est vraiment tout dans cette réflexion-là qui va être hyper intéressante dans ce cheminement introspectif. Aussi, on peut avoir les deuxième et troisième prénoms, les parrains et les marraines. Et ça va être intéressant parce que s'ils sont en dehors de la famille, ça veut dire qu'on vient tisser un lien de l'extérieur. Et alors, dans par exemple, moi, pour me citer, mon frère et mes deux sœurs vont avoir un deuxième, troisième prénom et des parrains marraines à l'intérieur de la famille. Moi, je suis la seule à avoir des parrains marraines extérieurs de la famille. Qu'est-ce qui fait que moi, en tant que quatrième, j'ai en fait cette particularité? Comment je l'ai vécu? Comment je l'ai senti? Quelle a été ma place vis-à-vis de ça? Est-ce que ça vient, on va dire, traduire un aspect familial de mon positionnement dans ma fratrie, dans ma famille? Et en fait, tu enlèves des couches comme ça. Et je trouve ça très intéressant aussi d'avoir donc ce deuxième et troisième prénom qui va venir appuyer peut-être, compléter, mettre, on va dire, un ingrédient supplémentaire à ta recette, à toi. C'est passionnant. Je t'écoute là depuis tout à l'heure. Je bois tout ce que tu nous dis. C'est passionnant. On a eu plein de petites réactions. Il y a eu des petits bisous, des petits cœurs J'ai envoyés. vu Cathy qui était passée. Tout à l'heure, il y a Estelle qui nous a dit, c'est très intéressant les filles. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui Merci, nous dit Estelle. j'ai le même deuxième prénom que mes sœurs. Et oui, donc ça fait un lien supplémentaire finalement. Alors ça, c'est intéressant aussi dans les fratries, quand on commence tous par le même prénom, par la même lettre quand on est des garçons ou des filles. Ça vient demander aussi quelque chose de très clanique. Et peut-être que, par exemple, la dernière qui n'a pas été attendue a un autre prénom. Et ben, ça va venir aussi marquer quelque chose qui va être de l'ordre de la scission de la fratrie. Tout est à regarder, en fait. Tu vois, c'est vraiment étayé. Oui, oui, oui. Du coup, tu en parlais un petit peu tout à l'heure. L'association entre un prénom et un nom de famille, est-ce que c'est important de s'en préoccuper aussi? Moi, je sais quand je reçois au cabinet, les parents, quand ils racontent un petit peu leur histoire, ils peuvent le dire des fois, de dire ah bah on aimait bien tel prénom, mais on trouvait qu'avec le nom de famille ça allait pas, ça faisait pas joli, donc on en a choisi un autre. Bah, tu sais, ça fait un peu les monsieur, madame. Monsieur et madame Clette ont une fille, Lara, Oui, Lara Clette. Bah, en fait, voilà, faut vraiment faire attention, effectivement. Il y en a même qui font attention ou qui font exprès par rapport comment on appelle ça? Tu sais, les CD, par exemple, Caroline de Rumini, j'ai plus le mot. Aux initiales. Les initiales, merci. En fait, il faut faire attention aussi. CD et décès. Moi, ça fait décès, ça fait la mort. Ça peut être intéressant de repartir aussi sur cette discussion-là. En fait, il y a tout plein de choses. Mais oui, il faut faire attention parce que, mine de rien, un prénom, tu le portes à vie. On l'a choisi pour toi, on ne te l'a pas demandé. Et ça peut être lourd. Il y a des prénoms qui font pas trop bébé, mais assez âgés. Ou alors, justement, par exemple, Lilou en prénom, quand après tu as 40 ans que tu veux trouver du boulot, Lilou, c'est difficile. Tu vois, voilà, ça peut en fait, faut réfléchir en fait au fait que l'enfant va le porter. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de savoir, par exemple, si on reprend Lilou, où c'est un prénom assez enfantin, qu'est-ce qui fait que, en tant que parent, on ait eu envie, besoin inconscient
de mettre à un enfant un prénom en plus enfantin. C'est quoi le message derrière? Est-ce que le message, c'est qu'on n'a pas envie qu'il grandisse, on a envie qu'il reste près de nous? Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on a une mémoire dans notre arbre où un enfant est parti trop tôt et que dans ces cas-là, on aimerait bien le conserver? Est-ce que y a tellement en fait d'hypothèses possibles à regarder pour que du coup on puisse trouver une réponse au fait de porter ce prénom-là, des prénoms qui vont être un diminutif. Par exemple, Betty, c'est un diminutif et pourtant c'est son prénom. Et du coup, c'est intéressant d'avoir cette double volonté en fait. Et surtout, faut se dire que quand on est un parent, si on choisit un prénom, on se dit pas tiens, je vais charger mon gamin et je vais l'appeler comme ça pour l'embêter. Absolument pas. C'est à chaque fois quelque chose où on part d'un bon sens et que même si des personnes ont appelé leur enfant Lilou, faut vraiment pas stigmatiser, je pointe rien du tout. C'est juste que j'explique en fait qu'il y a une raison derrière qui est très souvent belle, en fait, dans le sens où on a un besoin cathartique. La catharsis, c'est besoin d'évacuer quelque chose. Et ça correspond à nous, notre propre narcissisme, où on a besoin de rester en vie. Pour rester en vie, on a besoin de cette catharsis, pour rester en survie. Donc, quand on va donner un enfant, on va donner forcément quelque chose qui va être de l'ordre de nous dégager. Donc, aussi bien le bien que le mal. Mais on ne se dit pas, tiens, je vais charger. Par contre, on va essayer toujours de réparer. Tu sais, c'est l'idée, moi, je ferais mieux que ma mère. Moi, je ferais mieux que mon père. On va vraiment être là-dedans, dans cette envie de réparation. Donc, il n'y a pas de mauvais prénom. Il n'y a pas de bon prénom. Tu as tout à fait raison de le formuler comme ça. Ouais. Je crois que c'est vraiment important, c'est-à-dire que ce que tu nous dis aussi, enfin moi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement ça va être intéressant pour l'enfant en tant qu'individu d'aller se questionner qu'est-ce qui fait que mes parents m'ont choisi, m'ont nommé ainsi, qu'est-ce que ça veut dire dans mon histoire familiale, qu'est-ce que ça veut dire de moi, de ce que mes parents ont projeté sur moi, mais pour autant bien évidemment on n'est pas là dans le jugement, c'est davantage l'idée de se comprendre, enfin de comprendre les choses et de pouvoir aller au-devant de tout ça. Tout à fait. Complètement. Quelque chose d'autre avec le prénom, en construisant là du coup un petit peu, en réfléchissant à ce dont on allait parler ce soir, je me suis rappelé d'une anecdote quand je travaillais en région parisienne. Dans une institution, il y avait une petite fille où les professionnels m'avaient interpellée en me disant on se demande si c'est pas une petite fille autiste. Quand on l'appelle par son prénom, elle répond pas. Et c'est un des signes, ça peut être un des signes d'autisme éventuellement. Donc c'est vrai qu'on s'était tous un peu essayés comme ça, à se mettre derrière, à l'appeler. Bon. Et en fait, en parlant avec les parents, il se trouve que les parents n'appelaient jamais leur petite fille par son prénom. Ils lui avaient donné un petit surnom affectueux, ils l'appelaient tout le temps comme ça. Et quand ils appelaient leur petite fille par le fameux surnom affectueux, bah effectivement la petite fille tout de suite réagissait, etc. Donc elle n'avait rien d'autiste. Mais je trouve que c'est intéressant du coup. Voilà, on est nommé d'une manière à la naissance, mais si finalement, soit nos parents ne nous reconnaissent pas là-dedans, soit nous-mêmes on se reconnaît pas là-dedans. Voilà, comment les choses se jouent du coup. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que au-delà de ça, donc au niveau des surnoms, mais il y a vraiment aussi au niveau des prénoms et beaucoup dans nos grands-parents. Alors je dis nos grands-parents parce qu'on a à peu près le même âge, mais nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, il y en a beaucoup en fait qui s'appelaient d'un prénom et qui en fait usuellement on utilisait le deuxième ou le troisième prénom. Ça, c'est important de le noter parce que ça vient signifier en fait quelque chose, soit si on connaît l'histoire, qui a voulu donner ce prénom-là et est-ce que c'était par loyauté familiale, mais que du coup dans la sphère du privé, on décide de l'appeler autrement et du coup on a répondu à quelque chose de parental d'au-dessus, mais que en tant que maintenant nouveaux parents, eh bien on n'est pas dans ce côté où on va répondre à nos parents en tant qu'enfants. Tu vois, c'est aussi important d'avoir le retour de la personne quand on peut l'avoir, comment l'a vécu la personne. Là, cette petite fille, elle ne pouvait pas ne pas le... Enfin voilà, on ne sait pas où est-ce qu'elle en est. Mais que les professionnels, dans ces cas-là, alertent, entre guillemets, mettent la puce à l'oreille aux parents
parce que c'est important aussi, parce que même si on l'appelle ma petite puce ou petit poussin, ou voilà, bien, il y a un prénom derrière. Mais pourquoi eux ne souhaitaient pas l'appeler comme ça? Est-ce Mhm. que c'était par réduction, le côté réducteur, ou alors est-ce que ce côté où on va garder sous son aile et un peu comment dire, tu sais, comme quand il n'est pas encore sorti et qu'on n'a pas encore rencontré son enfant, quand il est encore en Quoi? intra-utérin, c'est ça. Et que, eh bien, on la personnifie pas. Tu sais, un prénom, euh, dans le sens où je ne m'appelle personne, tu sais, dans le Mhm. sens où un prénom va venir marquer la personnifier, ça va venir individualiser Singularisé. la personne, singulariser, personnifier. Il y a la pire des sentences dans une famille, en psychogénéalogie, c'est de perdre son nom de famille. C'est par exemple quand il y a une lignée où on fait que des filles et que le nom de famille s'arrête. Parce que du coup, le nom de famille n'existe plus. On est dans ce côté où quand il y a quelqu'un qui vient et qui est toxique ou nuisible, l'ignorer, faire comme s'il n'existait pas, c'est la pire des choses, comme on pourrait dire. Bien, c'est exactement pareil. C'est qu'est-ce qui fait que ce prénom-là qu'on a souhaité, eh bien, on ne veut pas l'utiliser. Qu'est-ce qui se cache de si difficile dans la prononciation pour que ça soit trop difficile de le verbaliser, ce prénom? Sachant qu'en plus, euh, ce n'était pas voulu parce qu'on donne un prénom par envie, par Mhm. besoin, comme je disais aussi, envie ou besoin, donc conscient ou inconscient. On est vraiment, mais si le verbaliser était trop difficile pour les parents, c'est bien que le prénom était certainement porteur de certaines choses, de certaines lourdeurs que eux n'avaient peut-être pas encore gérées ou suggérées. Mhm. Mhm. C'est des hypothèses, encore une fois. Oui, oui, mais enfin, du coup, je me reconnecte à l'histoire de cette famille et ça fait beaucoup, beaucoup de sens ce que tu dis, effectivement, parce que également aussi avec éventuellement la place de l'enfant dans la fratrie, le sexe, etc. Donc, ouais, il y a Oui, effectivement c'est ça. vraiment des personnifiés, hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, maintenant qu'on s'est dit un peu tout ça autour du choix du prénom, j'aimerais bien t'amener un petit peu sur le fait, on en a déjà parlé un petit peu, de se construire autour de son prénom. On se l'est dit un peu là déjà, le fait que se reconnaître et s'identifier en tant que tel autour d'un prénom, c'est finalement pas une mince affaire. Moi, je me suis demandé aussi en réfléchissant à notre live de ce soir, qu'en est-il finalement de la singularité qu'on peut trouver si notre prénom est populaire? Par exemple, là, je vais parler de quelque chose de personnel. Moi, je m'appelle Solène. J'ai pas croisé énormément de Solène dans ma vie ou à l'école. Et je me rappelle qu'en fait, j'étais très contente de pas avoir beaucoup de Solène à l'école et que, en général, dans les classes, j'étais toute seule. Ça m'est arrivé à un moment donné qu'on soit deux, mais ça s'écrivait pas pareil. Donc moi, dans ma représentation, du coup, c'était pas pareil. Et du coup, voilà, c'est une question qui m'est venue de dire quand on a un prénom très courant, qu'éventuellement dans la classe, il y en a deux, trois, Il y a voilà, la comment mode, des prénoms à la absolument, mode. absolument, absolument. Alors, ça, on peut regarder. Moi, c'est souvent que j'explique ça parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ah, mais à l'époque, tout le monde s'appelait pareil. Non, il y a toujours eu une Mm. grande diversité et choix dans les prénoms. Euh, En fait, tu vas avoir, et on va rebondir sur l'inconscient collectif, dans le sens où s'il y a, par exemple, dans le top de cette année, on va avoir, enfin, faudrait regarder, mais je sais que le prénom de mon fils s'y trouve, Raphaël. Dans cette idée, euh, alors je vais essayer de tourner ma phrase au mieux que je peux. Dans cette idée, en fait, c'est que de manière collective, qu'est-ce que l'humain, voilà, l'humain, qu'est-ce que l'humain a besoin pour que du coup, il y ait des prénoms à la mode, étant donné que les prénoms sont porteurs de signification, d'étymologie, d'histoire et de mémoire collective. Mhm. Raphaël, par exemple, signifie la lumière qui guérit. Qu'est-ce que ça vient transporter? Alors pour moi, ça vient transporter beaucoup de choses dans mon histoire. Ok. Mm. Dans l'histoire de mon mari, évidemment aussi. Mais de manière là sociétale. Ouais. Qu'est-ce qu'on vient aussi chercher à dire? Donc dans tous ces prénoms à la mode, ça vient aussi marquer un besoin collectif d'une culture, d'une norme, d'une société. Les prénoms vont être, là c'est les prénoms top français.
Tu vas avoir les prénoms top américains, ça va pas être les mêmes choses. Les prénoms Bien sûr. top chinois, ça ne sera pas Mm, les mêmes choses. Et absolument. du coup, c'est intéressant de regarder comment est-ce que, là c'est plus de l'anthropologie, tu vois, de manière culturelle, qu'est-ce que ces prénoms top viennent marquer sur le Mhm. moment de la culture de l'année qui vient de passer. Parce que ça vient révéler une espèce de d'hypothèse d'histoire vécue à ce moment-là, en fait. Collectivement, Tu me oui. Ouais, suis? ouais, absolument. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, je trouve ça super sympa, en fait, de regarder cet aspect-là de manière ouais, économique et sociale, quoi. Après, Mhm. quand on a un prénom qui a été inventé ou un Mhm. prénom voilà, singulier comme le tien, où il n'y en a pas beaucoup, euh, ça vient souvent marquer du coup une singularité des désirs parentaux derrière. Et Des c'est désirs exactement ce que parentaux. j'allais dire. En plus, de plus en plus, hein, avec des prénoms, moi je le vois au cabinet quand je reçois les bébés, des fois je demande à ce qu'on me les pèle, etc., le prénom, et des fois même on met du temps un peu à le retenir quand j'ai travaillé en crèche. C'est vrai qu'il y avait des fois où voilà, on met vraiment du temps à intégrer le prénom, puis des fois en plus ils se ressemblent. Voilà, dans l'originalité finalement on retrouve quand même aussi des choses. Et c'est vrai qu'en t'écoutant, je me disais ça aussi. Finalement, c'est intéressant de questionner qu'est-ce qui fait que les parents ont eu envie aussi que leur enfant soit original, parce que on sait que chaque enfant est unique, mais peut-être que certains parents ont d'autant plus envie que leur enfant soit vraiment vraiment unique. Il y a quelqu'un qui nous disait, et c'est très vrai, que suite aux attentats, le prénom Charlie avait beaucoup été donné. C'est vrai. Totalement. Tu vois, ça marque aussi beaucoup, ça marque vraiment un aspect culturel, Ouais. sociétal, économique. C'est Mm, intéressant de voir le désir collectif que peut avoir une culture, en fait. mm, ouais, Tu tout vois? à fait. Euh, donc, ouais, je trouve ça pertinent dans ce qui va s'en dégager. Encore une fois, on émet des hypothèses et on voit si ça fait Absolument. sens. Mais j'adore, vraiment, j'adore quand tu dis ça parce que je m'y retrouve beaucoup. On critique souvent la psychanalyse en disant oui, en psychanalyse, le psychanalyste il fait des interprétations, il plaque tout, alors que moi je me retrouve pas du tout là-dedans. On fait des hypothèses, on pose un peu des interprétations comme ça, mais c'est toujours le sujet, notre patient, qui va nous dire oui, ça fait sens pour moi, non, ça fait pas sens pour moi. Et d'ailleurs, même avec un bébé ou un jeune enfant, mais même un bébé qui parle pas, on va lui poser des questions et on va dire un peu des choses, et à la manière dont il va réagir, on va voir si on est dans le vrai ou si, bon, peut-être là, en fait, on fait quand même un peu fausse route, quoi. Donc, Complètement. hmm. Alors, on a eu la question, qu'en est-il si on n'aime pas notre prénom? Pourquoi on l'aime pas? Hmm. Pourquoi on n'aime pas Est-ce qu'on connaît son histoire? Mhm. C'est vrai, c'est intéressant. Euh, Ça me fait Questionner. penser, alors c'est un petit peu dur comme exemple, mais c'est vrai. Moi, j'ai une personne qui a appelé, une consultante, qui a appelé son enfant le prénom de son amant. Et ça, bah, pour le coup, le père ne le sait pas. Il n'y a que elle qui le sait. L'enfant ne le saura pas, mais il est porteur d'un Ouais, secret. Et c'est dans ces compliqué quand cas-là, même. Ouais. ah ben oui. Et puis, de manière Hmm. psychologique aussi, qu'est-ce que ça vient entamer sur la relation entre la mère et l'enfant, sur la Absolument. mère et le fils? Quelque chose Notre d'une gros intimité. complexe d'Oedipe qui va venir dès la naissance Hmm. bien s'enkyloser, je dirais, parce que c'est porteur d'un poids. Qu'est-ce que l'on Hmm. vient mettre dans l'enfant comme espérance, comme lien qui n'était pas le sien, comme Hmm. espoir. Enfin, c'est lourd de sens. Donc, Bien sûr. euh, je me demande si lui, un jour, il se dira, ben, tiens, j'aime pas mon prénom, et il se demandera pourquoi. Hmm. Ouais. Tu vois? Oui, et en même temps, je trouve que un peu en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée c'est pas de dire c'est bien, c'est mal, etc. Mais Non, je me dis en même temps, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, pour cette femme, elle n'a pas pu faire autrement en fait, ça presque, faisait que sens et elle d'aller en avait donner ce pour son besoin amant. pour ce lien qu'elle n'a pas pu avoir de manière physique, qu'il a fallu arrêter. Et là, ce sera un lien qui perdurera au-delà de son mari. Euh, Hmm, et, et encore une fois, ça répond à cette catharsis dans ce besoin narcissique qu'on a dans cette survie, dans notre cerveau, chaque millième de seconde, calcule comment est-ce qu'on peut garder cette vie en nous. Et ça, c'est souvent ce que je dis quand je donne, pareil, des labos ou quand je fais mes programmes, c'est que même les personnes qui vont se suicider,
la manière dont on a de se suicider n'est pas, est totalement différente. Exactement, c'est pas anodin. Une personne qui se défenestre n'a pas la même symbolique que quelqu'un qui va se pendre. Dans l'idée, la recherche de le dernier vécu ne sera pas la même. Quand on se taille les veines ou qu'on se jette sous un train, on n'a pas la même lecture de cet acte de suicide qui, ok, ça met un point final à notre vie, mais ça vient offrir une clé aux besoins que l'on avait de vivre jusqu'à la fin. Absolument. Tu vois. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement dans le fait, enfin voilà, c'est vraiment, je pense que cette personne avait, enfin c'est même pas je pense, je sais que cette personne avait ce besoin vital, viscéral, que de donner ce prénom-là par amour, amour. Il n'y avait rien de malsain derrière. Consciemment, il n'y avait absolument rien de malsain. Après, c'est vrai qu'on peut questionner effectivement le poids que ça fait porter à l'enfant et le conflit de loyauté vis-à-vis de son père biologique. Et en plus, le fait que certainement, il n'y a pas dans l'idée de lui dire, même si moi, je crois quand même qu'au fond, il y a une part d'enfant qui le sait quand même. Oui, on sait. Et c'est pour ça, et c'est ce que je dis au début de mon livre d'ailleurs, quand tu ouvres les premières pages, j'ai bien marqué la psychogénéalogie est une lanterne qui va te permettre d'infirmer ou de confirmer toi-même tes sens. C'est vraiment ça, c'est que toi-même tu sais. Et nous, en tant que psy, tu le sais bien en thérapie. On n'a pas la solution pour l'autre. L'autre a la solution et on va venir lui proposer une espèce de menu en lui disant, voilà, moi, par rapport à ton fonctionnement, ce que je perçois, qu'est-ce que toi, tu as envie de prendre dans la commande de ton menu qui va venir faire sens, tu vois. Absolument. Ouais. Moi, je formule les choses. C'est une image qui parle assez bien et c'est rigolo parce que des fois, j'ai des patients qui me le redisent un peu plus tard. Moi, je donne souvent l'image de dire que, en fait, c'est un peu comme l'ascension d'une montagne. Et donc, moi, de par mes compétences, mes connaissances, mon expérience, je vais pouvoir être un peu un guide d'autres montagnes. C'est-à-dire que je vais pouvoir conseiller et dire, bah là, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un petit nuage qui arrive. Donc, peut-être que tel type de chaussures, pour aujourd'hui, c'est pas une bonne idée. Peut-être que celle-là, ça peut peut-être être une bonne idée. Mais au bout du compte, c'est pas moi qui vais monter la montagne, c'est eux. Exactement. Mais c'est vraiment ça. Nous, on a déjà la nôtre à monter. Aussi. Et ça, faut le dire aussi. Bien sûr. C'est vrai. Il faut reconnaître aussi ses propres besoins, même en tant que professionnel. Et heureusement qu'on en a. Et heureusement qu'on se fait aussi analyse de la pratique et suivre. Et ça, c'est trop peu expérimenté. Ouais, exactement. Dit et expérimenté. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, est-ce qu'on pourrait parler, je crois que c'est très important, qu'est-ce qu'il en est si on porte le prénom d'un aîné ou d'un membre de la famille décédé? C'est une question qui est beaucoup revenue aussi. Comment on trouve sa place dans ce cas-là? Je crois que c'est quelque chose qui questionne beaucoup les personnes parce que je crois que ça rejoint un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure. Il y a un peu quand même une question de tradition, je crois. On la pose souvent cette question. Oui, il y a une question de tradition quand, par exemple, comme on dit, une mort, une naissance vient prendre une mort, une mort vient un machin. Et que si la grand-mère est morte à ce moment-là, à 2-3 jours près, on va donner en deuxième ou troisième prénom, ou voire en premier prénom, le prénom de la grand-mère qui est décédée. Quand on perd un enfant, qu'est-ce qui fait que l'autre enfant porte exactement le même prénom? Qu'est-ce qu'on attend? Encore une fois, c'est justement en faisant ça, qu'est-ce que l'on attend? Qu'est-ce que les parents attendent? En psychogénéalogie, on aime dire que c'est souvent parce que l'autre n'a pas terminé ce qu'il devait faire. Donc la grand-mère, l'arrière-grand-mère, il y a un souvenir qui doit perdurer. Et qu'est-ce qui fait que ce souvenir, on veut qu'il perdure? Généralement, c'est des personnes qui vont être emblématiques dans une famille et qu'on a envie du coup d'avoir, de donner encore plus cette puissance. Tu vois, c'est Henri I, Henri II, Henri III, Henri IV. C'est que on prend les mêmes et on recommence, mais encore mieux, comme je disais en début de live, pour être dans cette réparation et dans cette amélioration.
Qu'est-ce qui fait que ce souvenir-là, on vienne le transposer et dire, ok, non seulement tu vas faire toi, mais tu vas faire avec toutes les ressources et le bienfait qu'il a offert à cette famille, cette personne. Quand c'est un enfant décédé, c'est un peu plus délicat dans une fratrie. C'est vraiment le deuil qui va pas forcément être fait. Et qu'on va avoir ce besoin de continuer de répéter. Il n'a pas vécu, ben celui-là, je veux qu'il vive. Et généralement, ça peut développer en la personne vivante des problèmes de place, des problèmes de surcontrôle, tu vois, toutes les TCA, toutes les addictions, tout ce qui va être de l'ordre de ne pas se sentir à sa place, être pas dans une bonne peau, être double. Tu vois, il y a des bébés, par exemple, qui ont besoin de 2 doudous. Et tout ça, c'est encore une fois, c'est des particularités, des indicateurs assez intéressants. Tiens, pourquoi tu as 2 doudous tout le temps? Et tout ça, je pense que ça vient, on va dire, allumer une ampoule, une lumière sur qu'est-ce qui peut être un blocage pour un enfant, même si on l'a, encore une fois, je le répète et on le répétera jamais assez, même si c'était pas intentionnel derrière. Tu vois, par exemple, alors toi, tu es maman aussi. Moi, j'ai fait 3 fausses couches. Donc, j'ai eu 5 grossesses, mais j'ai 2 enfants vivants. J'ai eu 3 fausses couches. Dans les fausses couches, par exemple, j'ai la personne, enfin, le bébé qui venait avant, on aurait bien l'appelé Victoire. Et pourtant, quand j'ai été enceinte une 2e fois, on s'est jamais dit qu'on allait l'appeler Victoire. Tu vois, tu as l'intérêt aussi que quand tu es enceinte, tu vas avoir envie que l'enfant porte certains prénoms et qu'une fois que, si tu fais une fausse couche ou que tu les perds, cette envie de reproduire ou absolument pas. Tu vois, tu as vraiment... alors après, victoire ou bataille, tu vois, il y a quand même une grosse similitude. Mais c'est intéressant d'aller regarder justement pourquoi est-ce que dans cette grossesse-là, je le voyais plus du tout comme ça, mon enfant. Mais moi, honnêtement, de l'expérience que j'en ai aujourd'hui, parce que je travaille en périnatalité et beaucoup dans le contexte du deuil périnatal, je l'ai jamais rencontré, honnêtement. Le fait de donner le même prénom. Et d'ailleurs, c'est même très souvent des prénoms très, très différents, en fait. Comme si peut-être ça aidait aussi, bien à l'inverse, en fait, les parents à bien prendre conscience qu'on va pas oublier le bébé décédé. Moi, je le vois plus comme ça. Et alors peut-être aujourd'hui dans le présent, mais dans les arbres généalogiques, absolument. je peux te dire qu'à l'ancienne, c'était pas ça, quoi. C'est culturel aussi. C'est culturel parce que je me rappelle d'un petit garçon que j'ai bilanté qui portait le même prénom qu'un aîné décédé, mais avec une lettre en moins. Donc les parents avaient changé le prénom en disant bah non mais c'est pas le même prénom parce que à l'état civil on leur avait un petit peu cassé les pieds en disant bah non mais là c'est pas possible, il peut pas voilà. Donc du côté des parents il y avait quelque chose bah non mais sauf que en termes de sonorité et puis en termes de symbolique aussi il y avait quand même quelque chose d'assez lourd voilà. Mais et là je sais qu'il y avait quelque chose très en lien avec la culture, la religion. La manière dont sont perçus les morts, etc. Ou ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il y avait quelque chose où c'était le premier garçon de la fratrie. On pouvait pas le laisser partir, c'était pas possible. Il fallait garder quelque chose de lui comme ça. Mais du coup, c'est vrai que pour l'enfant d'après, c'était pas forcément évident de se dépatouiller avec tout ça. Exactement. Il y a quelqu'un qui nous a dit quelque chose sur le sujet justement de fausse couche. Est-ce qu'il est important de donner un prénom à l'enfant qui n'est pas né? Alors, est-ce qu'il est important? Je sais pas. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que chacun fait comme il veut et comme il a besoin. Et que de toute façon, alors pour pouvoir nommer un enfant à l'état civil, il faut qu'il y ait un accouchement, donc ça suppose un certain terme. Après, moi, je crois que même s'il y a la grossesse n'a pas suffisamment évolué pour qu'il puisse y avoir un accouchement, si pour les parents ça fait sens, je sais pas ce que tu en penses toi, Caroline, je crois qu'il faut le faire. Alors, oui, je pense que si ça fait sens, évidemment, il faut le faire.
je pars du principe que on peut plus se détacher de quelque chose qu'on va matérialiser. Donc, quand on va parler d'acte symbolique, l'acte symbolique, c'est en fait mettre en psychanalyse appliquée ou en art-thérapie quelque chose de vécu pour pouvoir s'en dégager, s'en détacher. Et on ne peut pas détacher l'impalpable. Donc, le fait de nommer, encore une fois, comme on disait, personnifier la chose va aider souvent à transmuter en fait ce deuil-là, et le fait de le nommer va permettre de l'enlever et de pouvoir le travailler dans la sphère créative de son cerveau. On va avoir le mental qui va être travailler la fausse couche de manière mentalisée, cérébrée, et on va avoir le côté créatif de notre cerveau qui va être plus dans ce côté émotionnel, ressenti, et l'intuition de vouloir s'en séparer. Tu ne peux pas te séparer de quelque chose qui n'existe pas. Donc, le nommer va venir, tu vois, donc oui, même s'il n'est pas famille, mettre sur un bout de papier le prénom, la date de naissance, peut-être la date de conception, la date où tu as perdu le bébé, et aller faire un petit rituel qui, toi, t'allège et te correspond, et que du coup, tu vas pouvoir, dans ton cerveau créatif, dire et ingérer, intégrer et engrammer l'info de « je l'ai détaché aussi » de manière émotionnelle. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup sens pour moi, dont je parle souvent en thérapie, c'est le fait que pour pouvoir se détacher, il faut avoir été attaché avant. C'est ça. Et du coup, je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où peut-être on a besoin, même avec une grossesse qui s'est arrêtée malheureusement très tôt, de venir vraiment personnifier, incarner quelque chose. Et encore une fois, si ça fait du bien aux parents, je crois qu'il faut vraiment pas s'en priver. Tout à fait. Et le papa est à entendre aussi dans ces cas-là. Absolument, absolument. Alors le sujet du deuil périnatal doit arriver dans les lives Parlons peu, parlons bébé, mais on en est à 2, 3 loupés, voilà, avec Sophie Chivray, qui œuvre beaucoup autour de tout ça avec son fabuleux podcast qui s'appelle Au revoir podcast. Mais prochainement, elle sera invitée et on pourra aborder ce thème très important. Quelqu'un qui nous disait souvent le bébé perdu est un garçon et le suivant une fille, rien n'arrive pour rien et inversement. Alors moi, dans ma pratique, c'est pas forcément ce que j'observe. Moi, j'observe vraiment les deux. Mais ce que je trouve très chouette, c'est que les parents arrivent à y trouver du sens. Il y a certains parents qui me disent, ah bah c'est pas le même sexe, je suis très contente, ça m'aide vraiment à distinguer les choses. Et il y a des fois des parents qui me disent, bah c'est le même sexe, bah en fait ça va être une manière de rendre hommage à son grand frère, à sa grande sœur. Donc bon, je crois les parents essayent un petit peu tous de trouver. Ce qui peut être intéressant quand on parle là de deuil, c'est qu'en ancien temps, souvent on donnait aussi des prénoms composés. Jean-Philippe, parce que Jean était mort. Et qu'après on faisait Jean-Philippe. Donc là, c'est paye ton double, hein, mais voilà. Donc les prénoms composés, ça peut être aussi signe de mésalliance quand on est dans ce décryptage où on va essayer de comprendre pourquoi on a ce prénom composé. Ça peut être mésalliance. Pourquoi mésalliance? Parce que le père voulait un prénom, la mère aussi. Ils n'ont pas réussi à s'entendre et du coup, ça marque en fait un conflit parental. Ton propre prénom est porteur d'un conflit parental. Ou ça peut être aussi ce côté gémellaire ou deuil d'avant. Tu vois. Après, en France, je crois qu'il y a aussi quelque chose de culturel, hein, parce que ce soit Jean quelque chose ou Marie quelque chose, c'est aussi aussi tradition au niveau judéo-chrétien, exactement. Oui, bien sûr. Oui, Marie machin, oui, tout à fait. Mais ça, encore une fois, on vient affiner par rapport, on vient affiner notre entonnoir par rapport à la parole de la personne que tu reçois en cabinet. Donc, si c'est une famille super catho avec des traditions hyper judéo-chrétiennes, ça vient marquer ça en fait. Il n'y a pas de quelque chose d'autre à relever. Donc, c'est intéressant d'avoir ce panel d'informations. Tout à fait. Alors, si tu veux bien, on va un petit peu vers le dernier point de notre échange de ce soir, où j'avais envie de te questionner. Du coup, est-ce que véritablement c'est un choix des parents finalement? Donc, tu nous as parlé beaucoup de psychogénéalogie. Est-ce que du coup, pour toi, c'est toujours une question d'héritage familial, le choix d'un prénom? Je vais te répondre directement oui. Après, je nuance toujours, ma réponse. Mais
Oui, alors, c'est peut-être un non-choix si c'est inconscient, Oui. et c'est un choix quand, comme je disais tout à l'heure, tu rentres de voyage dans un pays lointain et tu as envie en fait que l'enfant porte là où il a été conçu. Donc ça, c'est un choix, tu vois. Mhm. Mais choix ou non-choix, la limite, voilà, c'est la membrane est très fine, quoi. Parce que qu'est-ce qui est non-choix et qu'est-ce Mhm. qui est choix, même dans nos métiers, quand on regarde en psychogénéalogie, on transporte tellement de mémoires ou de programmes qui nous ont été imposés, mais qu'on continue, qu'on poursuit. C'est Absolument. difficile de se dire si c'est un choix ou un non-choix. Donc, Mm. en tout cas, ce que je peux te répondre, c'est que oui, le prénom est toujours transporteur d'un désir, pour rebondir avec Bernard Gols, d'un désir parental au niveau d'une projection de l'enfant. Mm. Voilà. Mm. Qu'est-ce que j'ai noté là? Intention familiale lors de la transmission des prénoms d'un ancêtre. Ça, on en a parlé déjà. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on pourrait donner aux parents qui aimeraient vraiment rendre hommage, par exemple, à quelqu'un de la famille? Est-ce que l'idée, ça serait de dire peut-être, déplacer plutôt ce prénom en deuxième ou troisième prénom et en prénom d'usage, laisser peut-être un peu plus entre guillemets, de liberté à l'enfant? Est-ce que ça peut être le conseil de dire, en fait, choisissez ce que vous voulez, mais n'en faites pas un secret, dites-le en fait à l'enfant. Euh, qu'est-ce que... Bah, ça serait vraiment ça, en fait. Faites Hmm. ce qui vous fait sens. Il n'y a pas une bonne manière d'appeler son enfant. Le tout, c'est de l'expliquer. Moi, quand j'étais enceinte de mes enfants, on me disait, mais alors, avec tout ce que tu sais, comment tu vas l'appeler? Et je rigolais en disant, je l'appellerai pas, je le sifflerai, il répondra. Vous rigolez, évidemment. Mais dans l'idée, de toute manière, j'aime bien donner cette métaphore que tu as une casserole de lait bouillante. Si tu mets le couvert pour pas que ça sortira quand même dans un Absolument. sens. Donc, vaut mieux que l'enfant soit porteur de quelque chose, et de toute manière, ça sera une belle chose, et qu'elle soit dite, verbalisée et expliquée, pour Mhm. qu'il évite de manière somatique, de manière symptomatique, de le développer ailleurs Absolument. et autrement, tout simplement. Hmm. Donc, C'est faites-vous très plaisir, quoi. Mmh, c'est très bien dit et moi je cite toujours dans ces cas-là, je ne sais pas si tu connais cette fameuse phrase de Françoise Dolto. Alors je la reformule parce que je crois pas qu'elle l'ait dit exactement comme ça, mais elle disait que on peut se construire avec n'importe quelle vérité, mais on se construit Tout pas à avec un non-dit. S'il nous manque une pièce du puzzle, on a un trou et on peut pas faire. Alors qu'avec une vérité, même une vérité difficile, on fait. Et je me rappelle que enfin je me rappelle, non parce que j'étais pas là, mais j'ai lu et j'ai connaissance qu'elle faisait ça. Elle allait à la maternité parler aux bébés. Elle allait parler des fois à des bébés qui étaient nés de viol, des bébés qui étaient nés sous X, abandonnés, laissés devant une église, voilà. Euh, en pouponnière, elle allait parler à ces bébés-là et elle leur racontait leur histoire en leur disant, tu sais mon petit bonhomme, ce que tu as vécu, c'est vraiment pas facile. Ça veut dire qu'on n'a pas voulu de toi, mais en fait maintenant tu es là, et du coup c'est à toi de choisir. Soit tu te bats pour vivre, soit tu peux te laisser mourir. Tu as le droit de choisir ça, mais c'est toi qui dois décider. Et en fait, bon, tout le monde la prenait un petit peu pour quelqu'un d'un peu timbré, sauf qu'au final c'était des bébés des fois qui se laissaient dépérir, qui mangeaient pas, etc. et qui tout à coup il y avait quelque chose comme ça du côté de la pulsion de vie parce qu'on leur avait expliqué cette espèce de malaise qu'en fait ils devaient sentir et tout à coup, les choses basculaient et c'est des bébés qui se mettaient à vivre en fait. Ça me fait penser au Ouais. film Pupille. Je ne sais Oui, pas si tu connais le film alors, je Pupille. l'ai pas vu, j'en ai entendu parler, mais du coup, Ah ouais. ben alors là, ben faut absolument que tu le regardes. Alors c'est pas beau de faire des injonctions, mais il faut absolument que tu regardes. Pour une bébologue, il faut regarder. Oui, oui, parce que ça, ben en fait, c'est un peu ce que fait l'assistante sociale quand elle va à la rencontre de ce bébé où sa mère vient d'accoucher et du coup naît sous X. Et en fait, le bébé est comme ça, très stoïque et pendant plusieurs jours, il se laisse un peu, voilà, dans cette idée de dépérir. Et en fait, l'assistante sociale, en fait, vient lui parler et lui explique, lui lit la lettre que a laissée sa mère.
Et le bébé change tout au tout. Il est magnifique, ce film. Moi, en tant qu'éduxp, parce que avant d'être psy, donc j'étais éducatrice spécialisée aussi dans mes métiers de travailleurs sociaux, pardon. Il y avait en fait tout ce travail de filmaire. Et c'est vraiment, je vais dire, bluffant et flippant. Comment est-ce que le bébé, alors qu'il ne comprend pas, comprend la signification et la tournure de ce que tu veux lui transmettre et lui dire, alors que les mots mis bout à bout, un enfant n'a pas l'intellect pour un bébé, il n'a pas la connaissance des mots et va pouvoir en fait comprendre ce ressenti et cette communication énergétique qui se passe entre celle qui donne, l'émetteur et le récepteur. Je trouve ça fascinant, quoi. Fascinant. J'en suis intimement persuadée et c'est quelque chose que j'expérimente au cabinet à chaque fois que je reçois un bébé. Quand on raconte à un bébé son histoire, j'ai invité déjà dans les lives de Parlons peu, Parlons bébé, Marie-Christine Laznick, qui travaille en thérapie bébé-parent, qui est une des personnes les plus influentes dans ce milieu-là, autour des bébés en retrait relationnel notamment. J'ai filmé ces consultations pendant très longtemps. Je me rappelle de ce petit bébé que j'ai filmé, à qui elle a raconté son histoire. Et le bébé la regardait, mais il était vraiment les yeux plongés dans son regard et tout à coup il s'est mis à éclater en sanglots. Et effectivement, elle était en train de lui raconter qu'en fait il avait failli mourir quand il est né. Et le bébé s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et donc elle a un peu interprété ça avec lui en lui disant mais oui, mais t'as raison, c'est terrible ce que je suis en train de te dire, etc. La maman l'a pris dans les bras, tout le monde a pleuré très très fort et on a vu à quel point tout à l'heure tu parlais de quelque chose de cathartique. Je crois qu'il y avait vraiment quelque chose comme ça qui avait besoin de pouvoir venir se déposer, voilà. Et moi c'est ce que les personnes qui connaissent pas cette pratique me disent souvent, mais qu'est-ce que tu fais avec un bébé? Tu lui parles, il te répond pas. Alors déjà bien sûr que s'il répond, pas avec des mots, mais il répond à sa manière. Et bien sûr qu'un bébé comprend énormément de choses, pour pas dire tout, parce que moi je crois qu'ils comprennent. Il comprend beaucoup plus de choses que certains mots ne le permettent. Aussi, absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pense. Tout à fait, tout à fait. Ils sont aussi connectés peut-être à des sensations, à des éprouvés qu'on soupçonne pas. Et peut-être, tu vois, c'est une réflexion qui me vient en discutant avec toi. Peut-être ce qu'on peut se dire, c'est que nous, avec le temps, avec notre histoire, etc., peut-être qu'on s'est déconnecté de certaines choses auxquelles eux ont comme ça plus facilement accès. Ce qu'on dit vulgairement quand on dit les bébés, les enfants, c'est des éponges émotionnelles. Ou alors ils ont un sixième sens, mais c'est ça en fait. C'est que à partir entre 0 et 5-6 ans, au moment où on va venir façonner les apprentissages d'apprendre à écrire, à lire, à compter, ils vont être beaucoup plus au niveau donc de cet hémisphère qui va être de l'ordre de la créativité et du ressenti. Ils sont vachement plus là-dedans parce que du coup, ils compensent avec leur non-connaissance. Et puis après, t'es un petit peu plus lobotomisé avec les écrans et puis tout ce qu'on te demande de faire. Ouais. Bon, mais je crois qu'on arrive sur la fin de notre sujet. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter dont on n'aurait pas parlé avant que on aille un petit peu sur notre rituel de clôture? Écoute, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de choses. J'ai beaucoup aimé le live. Voilà, notre échange. J'ai beaucoup aimé tes interactions aussi, qui sont très riches de sens et qui viennent, on va dire, compléter. C'était une belle danse, je trouve, entre nous deux et j'en suis très contente. Eh ben, moi aussi, j'ai appris plein de choses. J'adore ces rendez-vous parce que j'apprends à chaque fois beaucoup de choses. Je trouve que c'est formidable de pouvoir un peu diffuser sur Instagram autour de nous, voilà, des connaissances dans la vulgarisation. Je sais que ça te tient énormément à cœur à toi aussi. Pouvoir vulgariser, rendre accessibles les connaissances qu'on a, parce que si on les garde pour nous, bon, c'est moyennement intéressant. Oui, donner accès pour que les personnes puissent se sentir aussi moins seules. Il y a ce poids aussi qu'on nous demande et généralement on se sent, des fois on se dit on n'ose pas dire parce qu'on pense qu'on est seul à penser ça. Mais en fait, quand tu te rends compte, en fait, tu n'es pas la seule à vivre des difficultés. Puis le côté périnatal, on n'en parle pas assez.
Bon, c'est du coup le but de ces lives. Là, on a eu plein de jolis petits mots où on nous dit merci, Ouais. c'était passionnant. Merci, merci à tous pour vos petits mots, pour votre intérêt. Caroline, du coup, je te propose le petit rituel de clôture de Parlons peu, parlons bébé. Oh, attends, là, je dis le petit message parce que Laura nous dit merci pour ce moment, toute la richesse de vos connaissances. Et elle nous dit qu'on vous a écouté assidûment avec Aria. Aria, c'est un petit bébé qui est né il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on était écouté par un bébé en plus. Alors, je crois que ça méritait qu'on mentionne son joli prénom. Un beau prénom, Aria. Voilà. Emmanuel, merci beaucoup pour cet échange. Avec Alors, plaisir. Caroline, est-ce que il y a quelque chose, une phrase, un petit truc un peu feel good, une phrase un peu symbolique, quelque chose que tu aimerais dire aux parents, peut-être aux professionnels qui nous regardent ce soir ou qui nous regarderont en replay, aux parents, aux adultes, enfin à tout le monde, hein, bien sûr. Quelque chose peut-être de simple, mais qui a tout son intérêt, c'est faites-vous confiance. Et c'est 3 mots simples, faites-vous confiance, mais c'est vraiment ça, faites-vous confiance parce que ce que vous allez donner, offrir, vouloir apporter, transmettre, c'est quelque chose qui vous fait sens et qui du coup va donner un bagage, une valise, pas que du bon. Où le bébé, c'est, ben, pour reprendre Freud, hein, comme tu disais, la continuité. Donc, faites-vous confiance et c'est grâce à ça que les bébés, ils vont pouvoir se faire confiance aussi. Hmm. Je pense que c'est vraiment ça. C'est faites-vous confiance. Il n'y a pas de bonne chose. Il y a la chose que vous aurez décidée. Faites-vous confiance. C'est très vrai, c'est très beau ce que tu dis. C'est-à-dire que le bébé va aussi, par identification avec son parent, pouvoir, voilà, s'il sent un parent plein de confiance, alors c'est vrai qu'il des fois doute de lui et ça rejoint le suffisamment bon dont parle Winnicott. Euh, voilà, Qu'on disait au ça, tout début. bien sûr, ça donne un exemple à l'enfant et ça lui donne un exemple qui n'est pas, comment dire, on met pas la barre trop haute, quoi. Mm. Si on arrive avec nos questionnements, nos doutes, on n'est pas trop sûr, on sait qu'il y a des choses agréables, il y aura peut-être des choses un peu moins agréables, mais ça Mais fait c'est la aussi vie, partie hein. de la Ah bah voilà. Et surtout parler à vos bébés. Enfin, moi je pratique la langue des signes hein, avec les bébés et avec mes enfants. Alors maintenant la vie. grande elle parle, mais le petit. Et il y a tellement de choses qui se retranscrit et qui permet en fait une communication familiale et de singulariser la personne et de lui offrir une place à travers la parole, c'est le prendre en considération. Parlez, parlez-leur, faites-vous confiance, parlez-les, Mm. parlez, parlez, faites-vous confiance, quoi. Il y a juste pour conclure, parce que je trouve que c'est une très belle conclusion, il y a quelqu'un qui nous dit, un enfant qu'on regarde avec amour sait. Bah c'est vrai. Tout à fait. Même si des fois on n'en peut plus, bah faut leur dire, mais ils savent qu'on les aime. Bien sûr, bien sûr. Bon, merci beaucoup Caroline Merci à toi. d'avoir accepté mon invitation pour notre échange. Le live sera disponible en replay sur mon feed. Pour les personnes qui regardent en replay, s'il y a des questions qui vous viennent, que vous voulez poser à Caroline, à moi-même, n'hésitez pas. On est là avec grand plaisir pour vous répondre ou pour poursuivre l'échange. Et puis, je mettrai aussi la référence. Tu nous as montré tout à l'heure là les livres. Si tu voudras bien me renvoyer les références, que je puisse les transmettre, parce que j'avais Oui, eu un puis je petit vais peu t'en de mettre mal d'autres, avec. des références intéressantes. Je vais te mettre une petite bibliographie et puis tu Super, piocheras dedans. super, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très Merci vite. à toi. Et n'oublie pas mon livre. C'est promis. Regarde, tu vois, il est là. C'est ma petite lecture de l'été et avec grand plaisir, je t'en ferai un retour. J'en ferai un retour sur Instagram. Voilà. D'après ce que j'ai compris, il rencontre un succès et même si je l'ai pas encore décortiqué, c'est avec tout ce que tu nous as dit ce soir, on l'a bien vu, un succès amplement mérité. Merci beaucoup, beaucoup Solène. Merci énormément. Merci à tous. À très vite pour un prochain rendez-vous. Parlons peu, parlons bébé. Et Caroline, je te dis à très vite aussi. Bye, bye à tous. Merci d'avoir été là. Au revoir.